Isabelle Perron. Êtes-vous importuné par les lumières d'ailes qui sont devenues beaucoup trop fortes sur nos véhicules lorsque vous conduisez le soir? Le débat est lancé, on n'est pas d'accord, c'est bien correct. Cube Radio, on est là pour échanger au 187 Cube Radio. On a Gérard qui est avec nous. Gérard, vous travaillez, vous, dans le domaine automobile? Effectivement, oui. Puis on a des normes à suivre quand il y a des accidents pour les phares, il faut qu'on les ajuste avec les normes du fabricant. C'est la même chose que pour les caméras en avant. Quand il y a un pare-brise qui est brisé ou quoi que ce soit, on a des stencils, excusez l'anglais, on a pour suivre les ordres du fabricant pour que ça soit bien ajusté. Puis tantôt, votre invité, M. Benoît, il parlait s'il y avait de quoi pour ajuster les lumières, pour vérifier. Il y a un enfant que je me pose la question. On a les policiers, ils ont ça pour les vitres quand elles sont teintées. D'après moi, ça doit exister pour être capable de vérifier, voir l'intensité. Puis l'idée de regarder la ligne droite, effectivement, c'est bon aussi. Puis il y a des pays aussi qui ont des lumières jaunes. Comme le monsieur disait tantôt, là, oui. Moi aussi, quand je faisais soit du skidoo ou quoi que ce soit, je mettais des lunettes jaunes. C'est super bien, puis c'est pas trop éblouissant. Mais ça, c'est un bon truc. Évident. Les lumières jaunes, c'est un bon truc. Mais là, vous dites quand il y a des accidents, on doit diminuer la lumière. Ça veut dire que les phares sont trop intenses? Non, on les diminue pas. Nous autres, on n'a pas le choix de remettre ce que le fabricant nous donne. Oh. Mettons, on pogne un Camry, puis on est obligé de changer le phare en avant, on le change, puis on l'ajuste comme il devrait être ajusté. Justement, pour pas éblouir le monde en avant. Parce que tu es ébloui quand la voiture arrive de loin, mais quand il est proche, ton phare, automatiquement, tu es moins ébloui. Mais oui, de loin, c'est vrai que tu es ébloui parce que c'est des phares d'aide qu'on a. Comme mon véhicule, c'est pareil comme le sien. Moi, si j'arrive face à quelqu'un, mes phares, ils ferment pas. Ils diminuent d'intensité, je tombe sur les bases, comme on appelle. Après, quand c'est passé, OK, on tombe sur les autres. Mais oui, je sais, je comprends. Si, là, vous devez changer les lumières, les remettre au niveau du fabricant, là, comment ça a été vendu, est-ce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui modifient leurs phares? Vous constatez qu'il y en a beaucoup qui ont acheté des lumières qui n'étaient pas d'origine? Non, t'as pas le choix. Parce que c'est sur garage. Si, mettons, c'est que tu vas, comme on dit en bon québécois, à bas d'échappe, à la carrosserie, t'as pas le choix. L'assurance va te dire de mettre les phares originales. Mais oui, il y en a qui échangent, qui vont mettre des phares plus forts sur le véhicule, les anciens modèles. Mais là, c'est un autre pain de manche. Parce que là, faut que tu mettes un adaptateur pour être capable de l'avoir. Si tu mets pas le bon adaptateur, j'en ai vu beaucoup, à un moment donné, pouf, ça pète, ça pogne en feu. Parce qu'il faut que ça reste que c'est pas les phares d'origine. Tu mets des phares plus fort, que tu es supposé d'avoir sur ton véhicule. C'est ça. Donc là, ils vendent ça, puis là, tu mets un adaptateur ou un contrôleur pour pas, parce que le véhicule n'est pas supposé de le prendre. Merci. Automatiquement, tu es supposé d'avoir des phares d'origine. Hey, passe une belle journée, Mme Isabelle. Merci. Vous aussi, puis on va en reparler dans les prochaines secondes avec Louis-Philippe Dubé du Guide de l'auto, de ce que vous avancez là. Mais juste avant, on a avec nous Dr Langis Michaud, professeur titulaire à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Bienvenue à l'émission, docteur. Bonjour, Mme Perron. Quel est l'impact sur nos yeux quand on a des lumières trop fortes, trop puissantes? C'est quoi l'impact? Il est multiple. En fait, il y a plusieurs facteurs qu'il faut regarder. Puis, je vais rétablir certains faits qui ont été mentionnés jusqu'à maintenant. Il existe des études. Okay. Donc, la science est là. Et il y a des normes. En Europe, c'est tout à fait normé. Il y a plusieurs règles en Europe qui déterminent la hauteur, l'angle, la quantité de lumière, la couleur. Et là, il y a même un forum qui s'appelle le World Forum for Harmonization of Vehicle Regulation qui a adopté une règle WP29. Il y a les Nations Unies qui ont adopté une régulation qui va être en vigueur en 2027, évidemment, libre au pays d'y adhérer ou pas. Donc, de dire qu'il y a une absence de normes, c'est faux. De dire qu'il n'y a pas d'études, c'est faux. Est-ce que vous avez justement les normes? C'est quoi les normes en Europe? J'ai pas. Évidemment, ça serait un peu long de tout expliquer parce que c'est des pages et des pages là. Mais essentiellement, ça vise à ne pas éblouir et à assurer la sécurité des conducteurs. En Espagne, ils ont prouvé que 34% des accidents pouvaient être reliés à des problèmes d'éblouissement ou de perte visuelle jusqu'à un certain point. Merci d'exister. Merci pour ça ce matin. 34 %, c'est pas banal. 34 et une autre étude qui a été faite en Europe a prouvé qu'un tiers des conducteurs étaient sensibles à la lumière et ça pouvait les déranger et augmenter le risque d'accident et diminuer leur capacité de voir des obstacles et influençait sur leur vitesse de conduite qui est aussi un facteur d'accident. Donc, le type de phare, la luminance, on a parlé de
de DEL tout à l'heure. DEL, c'est une grande famille. Il y a des DEL froids, il y a des DEL chauds. Donc, les DEL froids, il y a plus de lumière bleue qui est mise. Donc, on parle de plus autour de 6600 Kelvin. Ceux-là sont beaucoup plus dérangeantes. Par contre, en termes de luminosité, par contre, en termes d'éblouissement pour l'œil de la rétine, c'est un peu moins dérangeant parce qu'il y a une partie qui est absorbée par les pigments naturels de la rétine. Les DEL froids sont malgré tout plus dérangeant visuellement dans une conduite de nuit, par exemple. Et tout ça, il faut comprendre qu'il y a la vision centrale. Quand on dit regarder à droite, c'est la vision centrale que vous regardez à droite, mais on oublie que la majorité de la conduite de nuit se fait par la vision périphérique. C'est pas notre vision centrale qui nous fait conduire le soir, c'est la vision périphérique, c'est les bâtonnets, parce qu'on est en pénombre, on est en condition mésopique. Donc, et ça, quand on a des facteurs d'éblouissement, de phares d'auto ou de pollution nocturne par des lumières qui sont le long de la route ou par des éclairages. Puis on peut parler aussi des écrans LED qui sont des panneaux de publicité qu'on rencontre sur la route qui sont beaucoup plus dérangeants même que les phares d'auto. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là va faire que ça va créer un voile, ce qu'on appelle un voile dérangeant au niveau de la vision et presque même aveuglant. Et c'est parce que c'est la rétine périphérique qui est noyée, c'est la capacité des bâtonnets, donc les cellules qui sont responsables de notre vision de nuit, ils ont une capacité limitée d'absorber la lumière. Alors si on les lave trop si on les expose trop à un niveau très, très élevé de lumière, la cellule va se déconnecter, elle devient à off pendant un certain nombre de millisecondes avant de reprendre son travail puis de revenir fonctionnel. Donc, ce nombre de millisecondes-là influence sur le temps de réaction. Il a été prouvé en laboratoire qu'on pouvait retarder de 90 millisecondes le temps de réaction à un obstacle qui arrive devant nous. Ça n'a pas l'air beaucoup, 90 millisecondes, mais c'est le temps nécessaire pour frapper le chevreuil ou l'éviter, frapper un enfant ou l'éviter. Alors ça a été prouvé chez des conducteurs sains, jeunes, qui avaient un milieu oculaire clair et transparent. Avec les années, vous l'avez dit vous-même, on est plus sensible à la lumière. Pourquoi? Parce que la lentille qu'on a à l'intérieur de l'œil, le cristallin, change son indice de réfraction, devient de plus en plus opaque. Éventuellement, à 75 ans, on aura des cataractes. La rétine elle-même change. À partir de 55-60 ans, on a plus de chances d'avoir une dégénérescence maculaire, donc des cellules moins fonctionnelles au niveau de la rétine. Et ça avance avec le temps. Alors, tous ces phénomènes-là qui affectent les jeunes conducteurs sont exponentiellement beaucoup plus présents chez des conducteurs plus âgés et ça devient extrêmement plus dérangeant. Et le fait de dire qu'il n'y a pas de régulation en Amérique du Nord, c'est simplement parce qu'on est laxiste. Et moi, à l'époque où j'étais président de l'Ordre, je me suis coltaillé très souvent avec la SAQ. Et ils veulent rien savoir des normes de régulation d'aucune façon. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça va coûter trop cher aux camionneurs puis aux conducteurs de passer un examen de la vue. Le premier examen de la vue pour votre permis de conduire, c'est à 75 ans qu'on va vous le faire passer, madame. Alors que à toutes les semaines dans mon bureau, j'ai des camionneurs qui sont supposés voir en 3 dimensions, qui n'ont jamais eu de 3e dimension de leur vie. Puis là, tout à coup, ils viennent pour passer un examen puis parce qu'ils sont obligés d'avoir un renouvellement, c'est leurs assureurs qui les envoient. Puis là, je suis obligé de leur dire, ben là, t'es plus capable de conduire ton camion, mon chum, parce que t'as pas de vision en 3 dimensions, t'as pas de vision des couleurs. Ouais, mais ça fait 30 ans que je conduis. Non, m'excuse, je peux pas le signer, ton papier. Alors que si on passait un examen au départ, au moment du permis transitoire, c'est ce qu'on demandait à l'époque, on identifierait ces problèmes-là, puis on éviterait beaucoup d'autres problèmes dans l'avenir, puis avoir des examens périodiques. Ça nous éviterait bien des accidents et bien des causes. Puis si on était réglementé, ce serait plus facile après de sévir si quelqu'un exagère, si un concessionnaire exagère. L'autre affaire, je me dis, est-ce qu'il y a une différence? Parce que ça, on a vu ça, entre le type de lumière puis comment on le perçoit. Par exemple, pour la même intensité, une lumière jaune ou une lumière bleue, c'est différent pour l'œil, c'est interprété de la même manière. Ça, je vais vous dire, intuitivement, on penserait que oui. Les études prouvent que non, parce que justement, il y a une partie de ces intensités de lumière-là qui sont absorbées par certains pigments de la rétine. Donc, en bout de ligne, tout ça s'égale par lui-même. C'est vraiment l'intensité de la luminosité et surtout le contraste par rapport à l'environnement. Ça a été prouvé aussi que si on augmente le contraste, autrement dit, on a une lumière très vive dans un fond très noir, on augmente de beaucoup les facteurs d'éblouissement et de voile aveuglant que je parlais tout à l'heure. Alors que si on diminue ces contrastes-là, on améliore la performance de l'œil, puis on diminue de beaucoup la gêne visuelle qui est associée, peu importe l'intensité du phare qui est en avant de nous. Autrement dit, si vous croisez l'auto avec des DEL très puissants dans la journée, les phares vous dérangeront pas.
vous les rencontrez en route secondaire la nuit, en plein milieu de la noirceur, ils vont vous déranger beaucoup. Alors, donc, le contraste, l'environnement joue pour beaucoup. Puis, comme je le disais, les facteurs extérieurs, vous promenez sur une route qui n'est pas nécessairement super secondaire, mais qui est pas si on n'est pas au centre-ville de Montréal, mais vous avez des lumières de rue qui sont de plus en plus elles aussi. Vous avez des panneaux d'affichage, vous avez des néons de commerce qui sont là. Tout ça, c'est des sources polluantes. On a beau regarder à droite, à gauche, ça crée le voile aveuglant sur lequel notre œil est exposé. Est-ce que ça... Et plus on a une pathologie oculaire, plus notre œil est sensible, ben, plus on va avoir des effets négatifs. Puis, rapidement, en terminant, il y a Maxime, là, au 187 Cube Radio, qui dit « J'ai discuté récemment de mon test de vision avec un optométriste et ils sont professionnellement du même avis. C'est un problème par rapport aux lumières de haute intensité. » Lui mentionnait même que Tesla avait l'air plus forte et plus dangereuse. C'est son avis à Maxime. Je me demandais, est-ce qu'on a vu dans les derniers mois là, une étude qui disait que d'ici 2050, une personne sur 2 serait myope, entre autres à cause des écrans, entre autres à cause des lumières justement artificielles qu'on va pas assez dehors. Mais dans les différents facteurs, il y avait les contrastes de lumière. Justement, regarder la télé quand il fait très noir, consulter son téléphone dans la noirceur. Est-ce que les lumières d'ailes pourraient rentrer aussi dans ça? Ben, l'œil réagit à la qualité du signal optique qui rentre dans sa structure. C'est clair que tout ce qui fait forcer le système visuel d'une façon ou d'une autre va encourager. Évidemment, on parle entre 0 et 25 ans. Ici, là, après 25 ans, ça a beaucoup moins d'effet au niveau de la myopisation. Par contre, à partir de ce moment-là, évidemment, les structures de l'œil changent et on va être encore plus sensible à la lumière. Donc, on parle de deux choses un petit peu différentes. Au niveau optique, on a des moyens limités d'aider. Il y a certains verres de contact maintenant qui ont des filtres contre la lumière bleue à 40% qui peuvent aider contre l'éblouissement dans les phares d'auto le soir. Il y a des anti-reflets sur les lunettes. Si vous portez déjà des lunettes, demandez à votre optométriste ou votre opticien de vous fournir des anti-reflets qui vont couper en partie la lumière bleue, ça peut aider. On parlait de teinte jaune tantôt, oui et non, c'est surtout dans des conditions où il y a de la brume, où il y a de la luminosité plus réduite. Là. Je suis d'accord que ça va augmenter la luminosité, mais en termes de noirceur, l'auditeur semblait dire que ça l'aidait, tant mieux pour lui, mais c'est pas nécessairement une panacée universelle qui aiderait tout le monde demain matin. Là. Et surtout, il faut d'abord et avant tout identifier la capacité de votre œil et être capable de dire, ben, si j'ai une pathologie, ben, je vais d'abord traiter ma pathologie. Je fais des cataractes, je la fais opérer, puis ça va régler le problème. Et voilà. Dr Langis-Michaud, professeur titulaire à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Merci pour votre intervention ce matin, fort pertinent. On est avec Louis-Philippe Dubé, chroniqueur du Guide de l'auto, mais on me dit, on fait une pause avant. La messagerie est pleine, il y a des appels. Gardez la ligne au 187 Cube Radio sur ces lumières d'ailes. Est-ce que vous aveugle? Mais pourquoi les concessionnaires, pourquoi les fabricants automobiles décident d'utiliser des lumières si puissantes? On aura toutes les réponses. Ça me fait déparler tellement ce sujet nous enivre. Au retour.